Nous sommes, en ce vendredi 23 juin 2017, réunis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour remettre à son Excellence M. Juan Manuel Santos Calderón, président de la République de Colombie, les insignes de docteur honoris causa. Monsieur le recteur Gilles Pécou va tout d'abord remettre la médaille de la Sorbonne à son Excellence M. Juan Manuel Santos. Monsieur le Président de la République de Colombie, Madame, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les ministres de la République de Colombie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Consul général de Colombie, Mesdames et Messieurs les membres distingués de la délégation colombienne, Monsieur le Président de l'Institut français, Messieurs les recteurs, Monsieur le Président de l'Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, Monsieur le Président de la Cité internationale universitaire de Paris, Madame la déléguée aux relations européennes et internationales du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les professeurs d'université, Mesdames et Messieurs les professeurs et proviseurs de lycée, chers et chers élèves hispanophones des lycées Molière et Ravel, chers élèves, membres du conseil académique de la vie lycéenne. Cet après-midi, la Sorbonne retrouve le privilège d'accueillir un grand homme d'État dont l'œuvre de paix a été reconnue par le monde. C'est, Monsieur le Président de la République, une façon de renouer
avec une tradition centenaire. En effet, le doctorat honoris causa de la Sorbonne a été créé après la Première Guerre mondiale et son premier récipiendaire fut le président Wilson. Il y a un peu plus de 20 ans, c'est un autre Nobel, le président Mandela, qui reçut le doctorat de l'une des universités héritières de la vieille Sorbonne, la vôtre, Monsieur le Président, Paris 1. C'est en effet à cette université que nous devons l'honneur de votre présence. À Madame le professeur Gravary qui prononcera votre laudatio, avant que le président Haddad vous remette l'insigne de docteur honoris causa, et après que le professeur Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et spécialiste reconnu de votre pays, dont je salue la première venue ministérielle en Sorbonne pour l'occasion, aura encore rehaussé de son expertise et de sa fonction l'accueil que vous doit la République du savoir. Si la Sorbonne se fait colombienne aujourd'hui, c'est qu'une parcelle de l'aventure de votre pays fut française. Une parabole lie nos destins culturels et savants à des idéaux publics communs depuis 2 siècles. La parabole de l'émancipation des peuples liée à la Révolution de 89, celle de la construction de l'État-nation, puis la cause éminente et partagée de l'éducation. Le positivisme des afrancesados inspira votre constitution centralisée de 1886 et les échanges se multiplièrent avec des élites françaises, politiques, intellectuelles, religieuses et économiques qui toutes contribuèrent à la place de la francophonie, de la culture française dans votre pays. L'honneur que vous nous faites, Monsieur le Président, illustre ce compagnonnage historique qui n'a de sens que par sa réciprocité, parce que les Français ont trouvé en Colombie, depuis le XIXe siècle, non seulement un périmètre d'observation érudite, de voyage, comme l'esprit original du géographe Élisée Reclus, mais un espace pour penser la synthèse entre tradition et modernité, entre Europe, Amérique et latinité. C'est donc forte de ces relations que les universités et les grandes écoles de Paris sont fiers de contribuer à l'accueil des étudiants colombiens en France, leur 3e destination mondiale, et en tout premier lieu Paris 1. C'est pour mieux préparer ces relations que nous avons convié, avec le président Haddad et sous l'autorité de notre ministre, des lycéens parisiens qui apprennent l'espagnol. C'est donc, au nom de ce passé, mais aussi de cet avenir, que je redis, Monsieur le Président, l'orgueil de la Chancellerie des universités de Paris de vous accueillir ici, grâce à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, est docteur en droit et il a une riche trajectoire, à la fois académique en tant que professeur des universités en droit public et ex-directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et dans la haute administration publique. Il a également fondé l'Institut des Amériques, un réseau d'enseignement supérieur, de recherche et de coopération internationale dont il a, avec constance, favorisé le rayonnement grandissant.
Nous allons écouter le discours de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Señor Presidente, Madame la Ministre des Affaires étrangères colombienne, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le recteur, Monsieur le Président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chers élèves, chers étudiants, ce que nous célébrons aujourd'hui avec ce doctorat honoris causa, ce n'est pas seulement un président, le président d'un grand pays ami. Mais ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est d'abord le courage. Le courage d'un Colombien qui a su parier sur la sortie de la violence par le dialogue et par le respect de l'état de droit. Le courage est la vertu politique fondamentale. Albert Camus, qui est un de vos auteurs français préférés, que vous citez fréquemment avec Antoine de Saint-Exupéry, dans sa conférence du 14 décembre 1957, à l'université d'Uppsala, avait dit « La Renaissance aujourd'hui dépend de notre courage et de notre volonté de clairvoyance. Courage à surmonter la cruauté de la guerre et à ouvrir la porte étroite de la réconciliation nationale. Courage aussi à affronter l'extrémisme, car le courage ne saurait être le fanatisme, il ne saurait pas être ce qui est de voir le monde selon un schéma binaire entre amis et ennemis, car la Colombie a souffert trop souvent des logiques claniques qui ont fait dire à un autre ami de la Colombie, Edgar Morin, que la Colombie vit à la température de sa propre destruction. Vous avez voulu sortir de ce cercle vicieux parce que vous avez saisi le sens du mot courage. Il y a un adage latin qui est bien aimé à la Sorbonne, qui est « in medio stat virtus ». Cet adage est susceptible de plusieurs interprétations en français comme en espagnol. On peut dire c'est au milieu que se tient la vertu. On peut dire aussi, autre traduction possible, que c'est au milieu que se tient le courage. Et ceci va parfois contre le sens commun. On pense que le juste milieu, la troisième voie, c'est parfois synonyme de mollesse, c'est parfois synonyme de compromis. En réalité, il est toujours beaucoup plus difficile de se situer dans la voie médiane que d'épouser l'extrémisme d'un camp. La voie médiane, c'est en somme cette volonté de dépasser les clivages, de travailler ensemble, de faire travailler ensemble les bonnes volontés, de rapprocher les points de vue et de viser par cela le bien commun. Cette res publica dont parlaient aussi les anciens. Dans la pensée antique, cette vision a donné la théorie du régime mixte. Le régime mixte, c'est justement la capacité à prendre dans chaque régime ce qu'il y a de meilleur. C'est la volonté de rechercher l'équilibre. C'est la volonté aussi de donner de la durée aux institutions. Vous-même, vous avez beaucoup réfléchi à cela. Dans un livre, vous avez appelé ça la troisième voie. Cette tercera via qui vous place résolument du côté de ceux qui veulent faire bouger les lignes. Il aurait été plus confortable pour vous de rester l'homme d'un seul camp ou d'un seul clan, d'être l'homme de votre parti, car vous êtes vous-même d'une lignée libérale, comme le montre aujourd'hui la couleur de votre cravate que l'on ne peut pas voir, mais dont nous avons parlé précédemment, la couleur des robes d'un certain nombre d'entre nous. Et bien entendu, vous n'avez pas voulu être seulement cela. Bien sûr, vous êtes cela. Vous êtes d'une filiation prestigieuse en Colombie, associée à ce parti qui a donné beaucoup à son pays, mais vous êtes aussi l'homme de la main tendue. D'aucuns disent qu'avec le processus de paix, vous seriez en train de livrer le pays aux extrémistes. Mais en réalité, je crois que vous êtes davantage inspiré par cette notion de juste milieu, par cet homme méridional, équilibre entre les deux extrêmes dont parlait déjà Bolivar dans sa lettre à un habitant de la Jamaïque du 1er juillet 1818. Vous êtes fidèle à cette magnifique tradition républicaine colombienne et latino-américaine, car cette voie médiane est tout sauf de la faiblesse. Avant de faire la paix, vous avez fait la guerre. Vous avez su la faire comme ministre de la Défense, notamment de 2006 à 2009. Et vous avez su lutter efficacement contre les adversaires.
Et vous étiez contre la logique de terreur. Et vous avez montré que vous savez avoir la main ferme dans ces circonstances si difficiles. Vous avez combattu les ennemis de l'État de droit. Mais vous avez su être aussi un homme de paix, après avoir été un homme de guerre. Et peut-être que le courage, c'est aussi cela, savoir mener la guerre tout en restant un homme de paix, car pour vous, la guerre est toujours restée un moyen et jamais une fin. Une fois les possibilités de la guerre épuisées, vous avez su ajouter une vertu au courage. Cette vertu correspond à un mot que l'on utilise trop peu, peut-être parce que, justement, cette vertu est trop peu présente. Et cette vertu, c'est la magnanimité. La magnanimité nécessaire à la paix. Vous avez su, je le répète, tendre la main. Vous avez su montrer, grâce aussi à votre élection de 2010, avec 70% des suffrages, que l'on pouvait être populaire et utiliser cette popularité pour aller vers la paix. Cette victoire a été d'autant plus importante que les Colombiens étaient épuisés par un demi-siècle de conflits internes armés. Et nous sommes nombreux dans cette salle, et je salue tout particulièrement les Colombiens, je salue aussi le drapeau colombien. Eh bien, nous sommes nombreux à savoir que ces souffrances ont été infinies. La paix intérieure devait réconcilier les esprits, et dans votre esprit, elle devait préparer au redressement économique et au redressement politique. Le commerce devait se faire grâce à la paix, grâce à de vraies réformes agraires, à de vraies réformes sociales et politiques, si longtemps attendues. Les Colombiens ont fait aussi avec vous le pari de la justice sociale. Vous avez su en fait faire un lien entre une négociation possible et des réformes nécessaires, qui devaient évidemment s'inscrire dans des politiques d'État à long terme. Et donc votre élection a été pour vous un moyen d'agir plus efficacement et de dire aux Colombiens qu'il est impossible de construire un pays sans lutter contre la corruption, sans lutter contre la guerre, puisque la guerre est la pire de toutes les corruptions. Vous auriez pu pousser votre avantage, mais avec mesure et sens de l'intérêt commun, parce que vous savez que la réconciliation d'un peuple est impossible sans regarder en face les terribles souffrances de la mémoire et sans regarder aussi leur possible résilience, vous avez choisi d'engager les Colombiens dans les accords de paix. Ce choix a évidemment un prix, et vous le savez, et certainement vous le saviez en commençant aussi. Cette politique du juste équilibre entre la fermeté et l'ouverture, entre l'autorité et le dialogue, ont permis votre réélection en juin 2014. Et le chemin est devenu toujours plus fragile, toujours plus incertain, dans un monde en proie aux passions destructrices. Car il n'y a pas seulement les fragilités de la Colombie, il y a aussi les fragilités du monde qui l'entoure. Vous avez su joindre ces fragilités pour faire une force. Vous avez su mener les négociations en impliquant la communauté internationale. Et aujourd'hui, vous cherchez aussi à impliquer la communauté internationale dans la réussite de ce que l'on appelle le post-conflit. Vous l'avez fait avec l'esprit de géométrie et de finesse qui distingue la condition humaine. Dans les circonstances les plus contraires, critiquées dans votre propre camp, luttant contre le scepticisme et les esprits désabusés, vous avez fait le pari des mots sur celui des armes. Vous avez fait le pari de l'intelligence contre les passions tristes. Vous nous avez rappelé que la confiance vaut mieux que des bataillons. Vous avez su élever l'intérêt national pour faire d'anciens hors-la-loi les alliés de la démocratie. Vous avez su proposer d'échanger les armes contre des bulletins de vote. La politique n'est pas l'art de la séparation. Elle n'est pas l'art de définir des amis et des ennemis, comme cela a parfois été fait et dit. C'est plutôt l'art de rassembler, de créer une intelligence collective, afin d'œuvrer au bien commun. Gouverner dans l'intérêt du peuple et non d'une minorité, telle est d'ailleurs la définition que Périclès donnait à la démocratie. Ce long dialogue fut semé d'embûches, pendant lequel 1000 occasions auraient pu vous faire renoncer. Et vous avez eu encore un autre courage, celui de l'obstination. Grâce à vous, les colloques qui ont eu lieu, au sens latin du terme, parler avec, ont pu aboutir à la paix. Une paix qui, comme toutes les paix après 50 ans de violence, des centaines de milliers de morts, demeure très fragile. Elle reste néanmoins le seul chemin valable pour la Colombie et pour le monde. Si vous avez réussi,
c'est parce que vous n'êtes pas resté dans vos certitudes. Vous avez su dépasser des postures pour rassembler les vrais partisans de la paix. Vous avez su faire confiance et vous avez su associer. Vous avez aussi associé des talents. Je veux citer aujourd'hui, parmi d'autres, Juan Carlos Henao, le recteur de l'Université Externado de Colombie. Cette université est significative de l'amitié qui existe entre la France et la Colombie, puisqu'elle fut fondée dans un esprit francophile, dans un esprit de proximité avec notre pays. Et cet esprit n'est pas seulement l'esprit de l'amitié entre deux peuples, entre deux nations, c'est aussi un esprit qui rassemble le monde entier, celui que célèbre la Sorbonne, celui du droit, celui de la justice, celui de la langue, celui de la paix. Vous avez su, avec des talents de grands juristes, parce que la Colombie est une nation de grands juristes, réaliser un projet de justice transitionnelle inédit, qui deviendra certainement un laboratoire de jurisprudence mondiale pour la sortie de la violence et pour les solutions de conflits internes. Et donc, dans la grande tradition des légistes antiques, vous avez su, comme Bolivar, homme de guerre et aussi homme de paix, mettre une science, la science du droit, qui est aussi un art, qui est aussi une technique, mais qui est surtout un principe, celui de justice. Vous avez su mettre ce principe au service de la paix. Et donc, désormais, l'impossible semble un horizon du possible. Et d'autres pays que le vôtre savent que l'on peut parfois faire des choses qui paraissaient auparavant impossibles. La concorde civile remplace peu à peu le chaos de la guerre. Il y a des résultats concrets dès maintenant de cela. Moins de blessés, moins de morts, moins de mutilés en Colombie. Cette paix a redonné à la Colombie sa place dans le concert des nations. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un pays plein de promesses, d'un pays qui, sur le plan politique, économique et social, porte un progrès crédible. Votre pragmatisme, cette clairvoyance du réel dont parle Camus dans le passage que j'ai cité au début de ce discours, est la proposition d'une société dont les valeurs sont celles des Lumières et qui se trouve confirmée aujourd'hui. Ces idées de liberté, comme vous le savez, furent à l'origine de la fondation de la République française, comme à celle de la République colombienne. J'ai toujours beaucoup d'émotions à regarder, juste à côté de la place Bolivar à Bogota, la traduction en espagnol de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui fut traduite par Nariño peu après la Révolution française et qui eut un rôle dans les révolutions latino-américaines. Pour conclure, Monsieur le Président, je vous dirais que nous sommes deux républiques qui sont sœurs parce qu'elles sont nées sous le même soleil de juillet. Nos fêtes nationales sont si rapprochées par leur date comme par leur esprit. Nous sommes deux républiques sœurs, affamées de liberté. Nous sommes aussi deux républiques sœurs qui connaissent, après tant de vicissitudes, les valeurs de la paix. Merci à vous. L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, qui est spécialisée dans le domaine des sciences humaines et sociales, est présidée depuis 2016 pour la seconde fois par M. Georges Haddad. Nous allons maintenant écouter l'allocution du président de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Excellence Juan Manuel Santos Calderón, président de la République de Colombie. Chère Madame Santos Calderón, Madame María Ángela Holguín Cuellar, ministre des Affaires étrangères de Colombie, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le recteur Gilles Pécou, chancelier des universités, Excellences en vos grades et qualités, chers collègues, chers étudiants, chers amis. Dans une lettre datée du 2 juillet 1830,
le mathématicien, la couleur que je porte, allemand Carl Gustav Jacobi, écrivait à son collègue français Adrien-Marie Legendre « Le but unique de la science, c'est l'honneur de l'esprit humain, et que sous ce titre, une question de nombre vaut autant qu'une question du système du monde. » M'inspirant de cette profonde affirmation, je dirais, en relation avec la cérémonie qui nous rassemble autour de vous, Excellence, Juan Manuel Santos Calderón, président de la République de Colombie, que la question de la paix en Colombie vaut autant que la question de la paix dans toutes les parties du monde. Cette simple conviction justifie à nos yeux, s'il en était besoin, l'attribution du prix Nobel de la paix à votre illustre personne pour l'action que vous avez menée et que vous menez avec audace et conviction pour une paix juste et durable dans votre pays, tellement meurtri par des décennies de conflits incompréhensibles et destructeurs. Vous êtes, Excellence, le recteur Pécou l'a rappelé, le deuxième chef d'État prix Nobel de la paix à recevoir le doctorat honoris causa de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que j'ai l'honneur de présider. Votre prédécesseur s'appelait, le recteur l'a rappelé également, Nelson Mandela, dont l'action et le courage illumineront nos consciences génération après génération. Permettez-moi, Excellence, de citer un court passage de son discours d'investiture à la présidence de la République d'Afrique du Sud le 10 mai 1994, discours intitulé « Une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde ». Le président Mandela disait, je cite, « À mes compatriotes, je dis sans hésiter que chacun d'entre nous est aussi intimement enraciné dans le sol de ce pays magnifique que le sont les fameux Jarakanda de Pretoria et les mimosas de la brousse. Chaque fois que l'un de nous touche le sol de ce pays, il ressent un profond sentiment de bonheur et d'exaltation. L'humeur nationale change avec les saisons. Nous sommes transportés de joie et d'enthousiasme quand l'herbe reverdit et que les fleurs s'ouvrent. Cette sensation spirituelle et physique de ne faire qu'un avec notre patrie commune explique l'intensité de la souffrance que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays déchiré par un conflit terrible. Fin de citation. Cette phrase si émouvante, moyennant quelques modifications végétales et géographiques, s'applique à votre merveilleux pays, la Colombie, et à son peuple si créatif et si vibrant, à l'image de Gabriel García Márquez, prix Nobel de littérature, et de Fernando Botero, que j'ai eu l'honneur de rencontrer tous deux pendant ma mission à l'UNESCO. Ces rapides remarques introductives pour affirmer devant cette noble assistance combien l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, héritière de la Sorbonne, sera fière et heureuse de vous remettre dans quelques instants les insignes de docteur honoris causa. La Sorbonne, qui par son histoire séculaire mériterait, et je parle devant le ministre de l'Éducation nationale, mériterait, je le rappelle, de figurer au patrimoine universel, culturel et scientifique de l'humanité, au même titre que d'autres universités d'Europe et du monde. Par ses missions de transmission des savoirs et des savoir-faire, de production de connaissances nouvelles par la recherche, l'université, en France comme en Colombie et partout dans le monde, ambitionne de former par la recherche et à la recherche, tout au long de la vie, des étudiants capables de s'inscrire dans une citoyenneté mondiale active et engagée. Citoyenneté mondiale pour laquelle l'esprit critique et créatif, la rationalité positive jouent un rôle essentiel en vue de l'édification sans cesse renouvelée d'un monde juste, solidaire et viable. Pour conclure, je souhaite, Excellence, mettre en exergue la phrase fondatrice
des missions de l'UNESCO. Je cite, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, il nous appartient d'édifier en chacun d'eux les défenses de la paix par l'éducation, la science et la culture. Vous en êtes, Monsieur le Président Juan Manuel Santos Calderón, le symbole vivant. Puisse votre action au service de l'honneur de l'esprit humain se poursuivre et s'amplifier. Merci. C'est Madame Maria Gravari Barbas, vice-présidente aux relations internationales de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui va maintenant prononcer l'éloge de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Colombie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Messieurs les recteurs, Monsieur le Président, chers collègues, chers étudiants, chers amis. En décernant le doctorat honoris causa au président Juan Manuel Santos, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rend hommage à un homme politique qui a marqué l'histoire du monde en ce troisième millénaire. C'est pour moi un immense honneur et j'en remercie le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de m'avoir confié cette mission de prononcer dans ces lieux historiques l'éloge du président de la République de Colombie. Le grand amphithéâtre de la Sorbonne a été le théâtre des cérémonies de doctorat honoris causa depuis la création en France de cette distinction insigne de nos universités. Il y a bientôt, Monsieur le recteur vient de le rappeler, 100 ans. Les premiers doctorats honoris causa français ayant été décernés ici même en 1918 au président des États-Unis, Woodrow Wilson. Monsieur le Président Juan Manuel Santos, c'est ici même que notre université a décerné, il y a un an, presque jour pour jour, le doctorat honoris causa au secrétaire général des États-Unis, Monsieur Ban Ki-moon, avec lesquels vos chemins se sont fréquemment croisés au cours des dernières années dans le cadre des luttes politiques, sociales et environnementales que vous avez menées et qui vous assurez toujours avec détermination. J'aborderai dans mon éloge les trois temporalités interconnectées de ces luttes passées, présentes, futures. Je les articulerai aussi de façon scalaire du local au global, puisque la caisse de résonance des événements politiques et des initiatives sociales et environnementales menées en Colombie concerne aujourd'hui et marque le monde. Vous l'avez dit justement, Monsieur le Président, la paix en Colombie est aussi une paix pour le monde. La première temporalité est celle qui a permis d'arriver à la conclusion de l'accord de paix. Car, effectivement, Monsieur le ministre l'a rappelé, avant d'arriver à la paix, il y a eu la guerre. En tant que chef de guerre, vous avez mené les opérations qui vous ont permis d'être en position de force, condition sine qua non pour négocier la paix. Vous citez cette phrase de Yitzhak Rabin, prix Nobel de la paix 1994. « Je négocierai avec les terroristes comme si la guerre n'existait pas, mais je ferai la guerre au terrorisme comme s'il n'y avait pas de pourparlers de paix. » La guerre n'aurait pourtant pas suffi à faire la paix. Dès le début de votre premier mandat, vous vous êtes engagé en faveur d'une politique courageuse et ambitieuse qui visait à répondre aux origines mêmes du conflit. Le dispositif emblématique de votre politique de pacification a été le soutien de la petite paysannerie et la restitution des terres spoliées. Ce dispositif fait désormais partie d'une autre guerre, celle contre la pauvreté extrême qui touche durement les zones rurales. La paix n'a pas été simple à obtenir, nous le savons. Nelson Mandela, prix Nobel de la paix 1993, a été votre exemple dans cet exercice ô combien difficile
qui consiste à réunir des personnes qui pensent différemment et qui, pourtant, parviennent sur un accord, sur un scénario commun. Le non à la paix, suite au référendum du 2 octobre 2016, a été, selon certaines analyses, une gifle à la civilité, à l'humanité, à l'espoir. Mais vous avez réussi à transformer le sentiment de désespoir en force et énergie positive. Quelle formidable leçon de résilience! Et quelle obstination pacifiste! C'est cette même obstination qui vous fait dire que vous continuerez à chercher la paix jusqu'à la dernière minute de votre mandat, parce que c'est le chemin à suivre pour laisser un pays meilleur aux générations futures. Vous avez ainsi conclu, Monsieur le Président, le 24 novembre 2016, un accord de paix pour votre pays qui mettait fin à un demi-siècle de conflits qui ont provoqué au moins 220 000 morts, plus de 60 000 disparus et 8 millions de déplacés. Et c'est donc à ces millions de victimes du conflit et au peuple colombien qui a tant souffert que vous avez dédié votre prix Nobel de la paix reçu le 7 octobre 2016. Je vous cite, « Colombiens, ce prix est le vôtre. C'est pour les victimes et pour qu'il n'y ait pas une victime de plus, un mort de plus, que nous devons nous réconcilier et nous unir pour terminer ces processus et commencer à construire une paix stable et durable. Cet accord, porteur d'un immense espoir, permettra de construire progressivement la paix dans le pays. Résilience, persévérance et humilité sont vos maîtres mots qui permettront d'ancrer définitivement la paix en Colombie. Nous sommes aujourd'hui dans cette deuxième temporalité, celle de la construction effective d'outils et des moyens qui permettront à la paix de s'enraciner durablement. La récente réforme constitutionnelle instaure un nouveau système intégral de justice, de vérité, de réparation, de non-répétition. Le désarmement des combattants des forces armées révolutionnaires de Colombie et leur transformation en mouvement politique permettra leur intégration au jeu institutionnel et la poursuite de leurs idéaux dans un cadre légal à travers une participation politique. Ces processus, à la fois délicats, audacieux et encore fragiles, se mettent en marche. La croissance du nombre de naissances dans les rangs des FARC est sans doute le meilleur indicateur de la nouvelle confiance qui s'installe progressivement. Ces enfants, nés dans un pays post-conflit, seront les meilleurs guides vers la transition pour les générations qui n'ont connu aucune autre réalité que la guerre. Et il est formidable d'avoir désormais la possibilité d'espérer que ce processus de paix, unique au monde, puisse devenir un modèle pour la résolution des conflits armés que les femmes et les hommes subissent encore à l'échelle de la planète. Comment maintenant, dans une troisième temporalité, toutes ces douleurs et tous ces traumatismes partagés de la guerre terminée peuvent-ils devenir le moteur de la construction du futur? Ici aussi, Monsieur le Président, vous montrez le chemin d'une nouvelle voie. Vous introduisez un concept de paix plus large, autour des notions du bien-être et de l'harmonie. Car il s'agit maintenant de construire la paix au-delà même de la paix politique. Vous faites vôtre les conclusions du récent rapport du Programme des Nations Unies pour le développement qui insiste sur le fait que le développement humain et la richesse des vies humaines doivent être pris en compte avant la richesse des pays pour juger de la prospérité de la société. Les millions de ménages qui ont été victimes des déplacements forcés ont des difficultés à se rétablir et risquent de vivre dans une pauvreté chronique. La lutte se déplace ainsi vers la préoccupation d'assurer à ces familles déplacées des logements dignes, des revenus et un accès à l'éducation. Car l'après-guerre, c'est également cela, c'est l'accès à l'éducation pour tous. Et l'objectif que vous visez est de devenir le pays d'Amérique latine le mieux éduqué à l'horizon 2025. Désormais, le budget de l'éducation de la Colombie surpasse pour la première fois les budgets de la sécurité et de la défense. Peut-on imaginer un meilleur indicateur attestant ce formidable chemin que votre pays a parcouru au cours des dernières années? Et on pense avec une grande émotion
à toutes celles et ceux qui, après avoir fait ou subi la guerre, reprennent la vie là où elle ou il l'avait laissée, souvent sur les chemins de l'école ou sur les chemins de l'université. Dans ces processus, les femmes colombiennes jouent un rôle important. Elles ont été les plus affectées par la violence. Elles ont été touchées par ce que Fabien Andrés León Peñuela appelle la double déterritorialisation. Non seulement ont-elles été les victimes des déplacements forcés et ont souffert de la perte des membres de leur famille, mais elles ont subi la déterritorialisation de leur propre corps, les groupes armés confondant souvent la femme avec un territoire de conquête. M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, docteur honoris causa de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a encouragé à consacrer un minimum de 15% du financement de la paix et de la sécurité à des programmes répondant aux besoins spécifiques des femmes et des filles. Nous devons saluer le fait qu'un tiers des négociateurs de l'accord de paix conclu à La Havane étaient des femmes intégrées en tant que spécialistes des questions d'égalité des sexes, démarche suffisamment rare pour qu'elles soient rappelées. Vous avez souvent rappelé, Monsieur le Président, le fait que l'apport des femmes est incontournable pour le développement de votre pays. Elles jouent un tout premier rôle dans l'agriculture et par ses biais dans l'équilibre environnemental. La protection des connaissances traditionnelles des paysannes, des Amérindiennes, permettra de démocratiser la richesse rurale, de consolider l'autonomie et la souveraineté alimentaire, d'assurer la transition vers des cultures alternatives et de mitiger les effets négatifs des accords de libre-échange, allant parfois à l'encontre du peuple colombien. Vous avez su insuffler, Monsieur le Président, la dynamique positive qui enclenche ces modèles de développement sociétal et économique vertueux. Ces enjeux, locaux ou nationaux, construits progressivement dans ces trois temporalités successives évoquées précédemment, s'articulent aussi avec des enjeux mondiaux majeurs. Votre prochaine guerre est déjà déclarée. Elle est contre les changements climatiques. Votre pays, qui dispose d'une des plus riches biodiversités de la planète, a décidé de jouer désormais un rôle pionnier dans la lutte contre ces risques majeurs. Les eaux, les forêts, la fertilité des sols de la Colombie représentent une des plus grandes ressources sur lesquelles vous construisez votre modèle de développement économique de croissance verte. À un moment où la lutte contre les changements climatiques est mise à mal par les retraits des États-Unis des accords de Paris, vous fixez des objectifs vertueux, engagés et audacieux. Réduire de 20% à l'horizon 2030 les émissions de gaz à effet de serre. Vous prévoyez que d'ici l'année prochaine, vos paramos, vos écosystèmes des Landes et les zones protégées de votre pays atteindront 19 millions d'hectares, presque 17% de la superficie de votre pays. Des mesures pionnières, telles que la création d'une taxe carbone sur les combustibles, fera de la Colombie l'un des pays de l'Amérique latine les plus engagés dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pour cet ensemble de raisons, pour tous ces messages positifs et engagés que votre pays nous envoie, Monsieur le Président, que les yeux du monde entier sont aujourd'hui tournés vers la Colombie. Le monde académique regarde également aujourd'hui la Colombie avec intérêt et admiration. La communauté universitaire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec comme figure de proue la chaire des Amériques, consolide et développe les liens avec les universités et les centres de recherche de votre pays. Les laboratoires de recherche de Paris 1 accueillent actuellement plus de 40 doctorants colombiens de toutes les disciplines. Des étudiants, doctorants et chercheurs de Paris 1 sont accueillis dans les universités colombiennes dans tous les pays, attirés par le formidable dynamisme du renouveau apporté par la pacification. Nous participons avec grand bonheur à la saison de la Colombie en France, inaugurée aujourd'hui par un ensemble de manifestations scientifiques, dont un colloque rendant hommage à la Colombie dans un ensemble de secteurs dans lesquels votre pays est identifié comme un formidable terrain d'innovation et de promesses. Les arts, l'urbanité, la citoyenneté, le tourisme. La paix ouvre aujourd'hui des perspectives nouvelles pour les communautés académiques de nos pays.
Monsieur le Président, votre pays nous fait rêver. Notre université, engagée à travers la lutte qui est la nôtre, celle pour la création et la dissémination des connaissances, dans les causes que vous avez portées avec tellement d'intelligence et de détermination, est profondément honorée de vous décerner aujourd'hui les insignes du doctorat honoris causa de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Para concluir esta laudatio, permítame citar la frase que su abuelo, Enrique Santos Montejo, conocido como Caliban, cronista ilustre y director de diario El Tiempo, le dijo cuando usted era todavía un niño. Y le fue seguramente muy valiosa al momento de tomar las decisiones más complejas. Mi nietecito, puedes arrepentirte de lo que has hecho, pero no llegues a mi edad arrepintiéndote de lo que has dejado de hacer. Creo, señor presidente, que no tendrá mucho de qué arrepentirse. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Monsieur le professeur Georges Haddad, président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, va maintenant remettre les insignes du doctorat honoris causa à Monsieur Juan Manuel Santos, président de la République de Colombie, en honneur de son action pour le retour de la paix civile dans son pays, qui a valu à son Excellence de recevoir en 2016 le prix Nobel de la paix. Très maladroit. J'ai également l'honneur et le privilège de vous remettre le diplôme qui va avec les insignes de docteur honoris causa et la belle et prestigieuse image de la Sorbonne avec le cardinal Richelieu sur Señor Ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, señor Rector y Canciller de las Universidades de París, Gilles Pecot, señor Presidente de la Universidad de París, Georges Haddad, señora Vicepresidente de Relaciones Internacionales, María Gravari Barbás, señores ministros y funcionarios del Gobierno de Colombia, señores profesores, señores exalumnos y alumnos de la universidad, señores embajadores, invitados especiales, mi señora
María Clemencia, mis hijos, apreciado rector y comunidad académica de esta histórica Universidad de la Sorbona. Hace más de un siglo, en 1909, mi tío abuelo Eduardo Santos, siendo un joven abogado de 21 años, vino a la Ciudad Luz a profundizar sus estudios en sociología y literatura en esta Universidad de París. Y de esta ciudad nunca se apartó. Aquí venía a recrear su amor por la historia y el arte, a leer a los clásicos y modernos de la lengua francesa, que dominaba muy bien, a defender incluso desde la diplomacia los intereses de Colombia en el conflicto que tuvimos con el Perú a comienzos de los años 30. Francia siempre estuvo en su mente y en su corazón. Y si algo le dolió y le indignó en su vida, fue su ocupación en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Su compromiso con Francia se hizo patente cuando, siendo presidente de Colombia, ayudó al gran etnólogo francés Paul Rivet a escapar de la ocupación nazi y lo acogió en nuestro país, donde Rivet continuó su importante carrera científica. Sentó las bases de la etnología nacional y ayudó a formar la primera generación de antropólogos colombianos. Como si se tratara de un gesto recíproco del destino, en 1955, siendo ya expresidente, fue Eduardo Santos quien vino a París a buscar refugio, luego de que la única dictadura militar que sufrimos en el siglo XX cerrara el periódico de su propiedad. Es muy recordado el discurso que dio Albert Camus en el homenaje que organizaron los periodistas e intelectuales franceses al ilustre exiliado colombiano. Es una pieza maestra sobre la libertad, no solo la libertad de prensa, sino la libertad en todas sus expresiones. Hoy vengo a esta Universidad de la Sorbona, una de las más antiguas y reconocidas y admiradas del mundo entero, y me siento sobrecogido al recorrer los pasos no solo de Eduardo Santos, sino de tantos hombres y mujeres que han cultivado el saber y las virtudes en este imponente centro académico. Y vengo con inmensa gratitud y también con gran humildad para recibir en mi nombre y en nombre de mi pueblo este doctorado honoris causa que llevaré conmigo como el más preciado título. Lo entiendo como un reconocimiento al empeño de los colombianos por alcanzar la paz en nuestro suelo, un empeño que se vio frustrado por mucho tiempo y que finalmente pudimos concluir con éxito, poniendo fin a una guerra absurda entre hijos de una misma nación. Gracias a Francia, gracias a esta magnífica Universidad de la Sorbona y gracias a quienes propusieron mi nombre para este grado honorífico, por hacer en este humilde servidor un homenaje a la paz de Colombia. Los vínculos culturales e intelectuales entre nuestros dos países son realmente excepcionales. ¿Cuántos colombianos como Eduardo Santos han cruzado el océano para buscar en Francia la luz de la razón? Son generaciones completas de profesionales, de académicos, de artistas, de juristas que reflejaron sus sueños en las aguas del Sena y saciaron su sed de conocimientos en las más exquisitas fuentes del saber como esta universidad.
y el intercambio se ha vuelto de doble vía. Actualmente hay cerca de 3.700 estudiantes colombianos en Francia y unos 500 estudiantes, profesores e investigadores franceses en Colombia. Ha llegado el momento, señor rector, apreciados amigos, de que los colombianos devolvamos de alguna manera, con gracia y afecto, los dones que hemos recibido de Francia. Y lo podemos hacer, cómo no, con el mismo ejemplo que recibimos de los franceses que hace más de 7 décadas se resistieron al yugo del fascismo y la dominación extranjera, y que en pleno siglo XXI se han puesto de pie con valor y entereza luego de los cobardes ataques del terrorismo. Algo aprendimos de Francia en esos momentos difíciles y algo podemos devolver a Francia desde el momento actual de construcción de paz que vive Colombia. ¿Y qué es? Es el profundo sentido de dignidad humana que alcanzan los pueblos que se enfrentan y superan la insensatez de la intolerancia y de la violencia. Una de las virtudes más grandes y necesarias en el ser humano se concreta en una palabra que se ha puesto de moda en los últimos tiempos y que resume nuestra recíproca lección: la resiliencia, la capacidad para superar la adversidad y para adaptarse a las nuevas circunstancias que surgen de esta. Francia fue resiliente en los tiempos aciagos de la ocupación y lo está haciendo hoy, cuando a pesar de la amenaza terrorista ha decidido preservar sus valores, seguir siendo faro de la libertad y de la democracia y elevarse sin perder la dignidad humana sobre las dificultades. A ese talante francés hoy traigo como ofrenda el talante no menos admirable del pueblo colombiano. En Colombia hemos sufrido la violencia de muchas formas y por mucho tiempo. Con la independencia del Imperio Español hace 2 siglos, no acabaron nuestros problemas. Por el contrario, en el siglo XIX, Colombia tuvo muchas más guerras civiles que cualquier otro país de América Latina. A mediados del siglo XX, vivimos una época de confrontación partidista tan sangrienta que a esa etapa de nuestra historia la bautizamos la violencia, como si a nada más estuviéramos destinados. Y como heredero de esa dura época surgió otra clase de conflicto, el generado por las guerrillas que nacieron en los años 60, de las cuales la más grande y poderosa ha sido las FARC. Súmenle a esto el combustible del narcotráfico, un flagelo mundial del que hemos sido protagonistas, pero sobre todo víctimas, y el accionar de grupos paramilitares que se armaron para combatir a las guerrillas y acabaron cometiendo crímenes aún peores. Fueron más de 50 años de sangre y dolor, más de 50 años en que el Estado no pudo controlar efectivamente grandes porciones de nuestro territorio, más de 50 años que nos dejaron 8 millones de víctimas y 220.000 muertos. Hoy, como ustedes saben, hemos logrado poner fin al largo conflicto armado con las FARC y avanzamos en la compleja fase de implementación de los acuerdos. Pero quiero volver a los conceptos de la resiliencia y de la dignidad humana. Luego de medio siglo de matarnos entre hermanos, nuestro espíritu se había adormecido.
de alguna manera estábamos empezando a perder la misma capacidad de compasión, la capacidad de sentir el dolor y el sufrimiento del otro. Hay muchos en Colombia, como los hay en todo el mundo, que prefieren la venganza a la reconciliación, la retaliación al perdón, la perpetuación del pasado a la construcción del futuro. Pero son cada vez más los que comprenden o comienzan a comprender que la paz y la reconciliación son los únicos cimientos posibles para cualquier sociedad que aspire a ser libre, justa y próspera. Por eso la paz en Colombia es hoy un proceso irreversible. Porque los hospitales militares cuyas camas estaban ocupadas por soldados y policías heridos, mutilados por causa del conflicto con las FARC, hoy están prácticamente vacíos. Porque los caminos de nuestra diversa y bella geografía, que no nos atrevíamos a recorrer por miedo a un secuestro o al estallido de una mina antipersonal, comienzan a llenarse de pasos y de vida. Porque los turistas llegan en olas crecientes, porque los inversionistas quieren sembrar progreso y empleo, porque los colombianos vamos aprendiendo que la vida en paz vale la pena y que no hay mejor justicia que aquella que sirve a la paz. Hoy los colombianos estamos aprendiendo a perdonar, a convivir, a respetar las diferencias, a debatir sin violencia, a recordar sin condenar. En otras palabras, aprendemos a ser humanos, verdaderamente humanos. Viktor Frankl, ese psiquiatra austriaco que sufrió los rigores de los campos de concentración y analizó esa terrible experiencia en su obra magistral, El hombre en busca de sentido, cuenta que cuando los prisioneros fueron liberados y pudieron por fin, luego de años de horror, caminar por fuera de los campos sin las amenazas de los guardias, ninguno estuvo realmente contento. Habíamos perdido la capacidad de alegrarnos y lentamente teníamos que volver a aprenderla, reflexiona Frankl. Algo así nos estaba pasando a los colombianos, que todavía no hemos comprendido ni celebrado la paz como se debe. Pero ya estamos saliendo. Comenzamos a salir con resiliencia de ese letargo emocional. Y hoy traigo a Francia, a su más tradicional universidad, el espíritu vigoroso y lleno de esperanza de una Colombia que renace. Hace 224 años, en 1793, como lo mencionó nuestro queridísimo ministro de Educación, un bogotano, Antonio Nariño, fue el primero en traducir y publicar en español los derechos del hombre y del ciudadano que había aprobado la Asamblea Nacional Constituyente Francesa 4 años atrás. Hoy yo, su compatriota, vengo a este recinto del alma francesa, y me atrevo, como Nariño, a reivindicar para Colombia y para el mundo ese otro gran legado de Francia que se resume en su lema: libertad, igualdad, fraternidad. Libertad para elegir nuestro destino como hombres y como pueblos. Igualdad para que ese destino podamos buscarlo desde un campo nivelado, donde nadie se sienta más que otro y todos tengan acceso a las oportunidades.
y fraternidad que nos invita a ver a los otros, a todos los otros, como hermanos, como compañeros de travesía en esta nave maravillosa que es la vida. Es llamativo que cuando Francia estuvo ocupado, el gobierno de Vichy haya cambiado el bello e inspirador lema de la revolución por otro más adaptado a las exigencias del opresor: trabajo, familia, patria. Yo celebro, y lo digo sin ambagajes, que Francia haya vuelto a ser y siga siendo la nación de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Trabajo sí, pero con libertad. Familia sí, pero con igualdad. Que conceda los mismos derechos a todos, sin importar su credo, su raza, su género, su nacionalidad, sus preferencias sexuales o de cualquier tipo. Y patria sí, pero con fraternidad. Es decir, sin olvidar que por encima de las fronteras nacionales hay una patria aún más grande que nos une a los más de 7.000 millones de habitantes del planeta. En mi discurso de aceptación del Premio Nobel de Paz, hice una declaración que ha encontrado eco en los corazones de muchas personas. Nuestro pueblo se llama el mundo. Nuestra raza se llama humanidad. Yo, Juan Manuel Santos, soy colombiano, así como la mayoría de ustedes que me escuchan son franceses. Pero antes que nada, y sobre todo, nos une una sola condición. Somos cohabitantes de una casa común, que es la tierra. Somos humanos. Y hoy, desde París, desde la Sorbona, donde la razón encuentra su más alta cumbre, hago un llamado a que nos reconozcamos esta verdad elemental y, más importante aún, a que vivamos y nos comprometamos conforme a ella. Reconocer la humanidad común implica ser tolerantes, abrazar y valorar la diversidad, tener compasión y comprensión frente a los sentimientos ajenos, creer que la fuerza del amor, en su más alta dimensión espiritual, puede ganar a la fuerza del temor, que se traduce en odio, discriminación y exclusión. Bien decía Paul Rivet en un memorable discurso que pronunció en Colombia hace 75 años. Todo hombre debe comprender y saber que bajo todas las latitudes, bajo todas las longitudes, otros seres, sus hermanos, cualquiera que sea el color de su piel o la forma de sus cabellos, han contribuido a hacer su vida más dulce o más fácil. La ciencia del hombre enseña, pues, la fraternidad, la justicia y la solidaridad. Señor Rector, apreciados amigos de la Universidad de París, el mundo del siglo XXI, nuestro mundo, un mundo que enfrenta el flagelo del terrorismo, el problema de las migraciones, el renacer de la xenofobia y la amenaza incluso de un conflicto nuclear, debe tomar la decisión correcta. Para eso somos libres, para elegir. Yo elijo ser humano, libre y humano, igualitario y humano,
fraterno y humano. Que esa elección sea nuestro legado, el legado de todos. Muchas gracias.